15 légendes du cinéma, foudroyées par un AVC, ont laissé derrière elles un vide que nul ne pourra combler. Certaines sont parties en plein tournage, d'autres dans le silence de leur maison. Leurs histoires cachent des détails bouleversants que peu connaissent encore. Préparez-vous à les redécouvrir. Numéro 1, Charlie Chaplin. Le 25 décembre 1977, dans la tranquillité de sa demeure à Corsier-sur-Veuvie en Suisse, le monde s'est réveillé orphelin d'un génie. Cette nuit-là, le corps frêle du vagabond éternel s'est éteint dans son sommeil, terrassé par un accident vasculaire cérébral. Le matin de Noël s'est transformé en un jour de deuil pour des millions de spectateurs qui, depuis des décennies, riaient et pleuraient devant ces films. À 88 ans, Chaplin avait déjà vécu 1000 vies. Né à Londres dans la misère, il avait traversé l'Atlantique et conquis le monde avec un chapeau melon, une canne et un sourire triste. En France, il n'était pas simplement une star étrangère. Il était considéré comme un poète de l'écran, un philosophe du rire. Des générations entières avaient grandi avec le Kid, les temps modernes et le dictateur. Dans les cinémas de Paris, de Lyon ou de Marseille, son nom suffisait à remplir les salles. Les dernières années de sa vie furent paisibles, mais marquées par la fragilité. Sa santé déclinait lentement, ses mains tremblaient parfois lorsqu'il écrivait. Pourtant, il conservait ce regard pétillant et cette curiosité enfantine. Autour de lui, ses proches veillaient, conscients que chaque jour était un cadeau. Ce 25 décembre, il s'était endormi comme à son habitude, après un dîner simple et quelques éclats de rire avec sa famille. Personne ne se doutait que ce serait la dernière fois. La nouvelle de sa disparition fit le tour du monde avant même la fin de la journée. En France, la presse rendit hommage à celui qu'elle appelait affectueusement le vagabond du rire. Les journaux titrèrent sur la fin d'une époque. Des ciné, clubs improvisèrent des projections de ses chefs-d'œuvre, et dans chaque salle, un silence ému remplaça les applaudissements. Les messages d'adieu affluèrent de toutes parts. François Truffaut écrivit qu'il avait appris à filmer en observant la tendresse du regard de Chaplin. Jacques Tati déclara qu'il lui devait sa vocation. Même des enfants, qui ne l'avaient vu qu'à la télévision, déposèrent des fleurs devant les cinémas. Ce jour-là, la France entière se souvint que l'art du rire peut être une forme de sagesse, et que le génie de Chaplin n'appartenait à aucune frontière. Son départ fut celui d'un homme qui avait compris la beauté et la fragilité du monde. Il s'éteignit comme il avait vécu, discrètement, en laissant derrière lui un sourire que le temps n'effacera jamais. Numéro 2, Grace Kelly. Le 14 septembre 1982, la route sinueuse qui relie Rock-à-Guel à Monaco devint le théâtre d'un drame que la planète entière n'a jamais oublié. Ce matin-là, la princesse et actrice légendaire perdit le contrôle de sa voiture après avoir été frappée par un accident vasculaire cérébral. Le véhicule quitta la route et plongea dans le vide. Le lendemain, elle s'éteignit à l'hôpital de Monaco, laissant un royaume, une famille et des millions d'admirateurs dans un profond silence. Elle n'avait que 52 ans, un âge où la vie pouvait encore offrir tant de promesses. En France, Grace Kelly n'était pas seulement la princesse de Monaco. Elle restait surtout l'héroïne de Fenêtres sur cour, De la main au collet et de Haute Société. Son visage, à la fois doux et royal, incarnait une élégance rare que les Français chérissaient depuis ses premiers pas à Hollywood. Les magazines la présentaient comme la beauté parfaite, mais derrière les sourires des photographies se cachait une femme fatiguée par les obligations, le protocole et les responsabilités. Les jours précédant le drame, elle avait confié à ses proches qu'elle se sentait affaiblie, sujette à des maux de tête récurrents. Personne n'imaginait qu'un accident vasculaire cérébral était imminent. Ce qu'on prit d'abord pour une simple distraction au volant s'avéra être une défaillance soudaine du corps, une trahison silencieuse. La voiture fut retrouvée broyée contre les rochers, mais les souvenirs qu'elle portait demeurent intacts dans la mémoire collective. Lorsque la nouvelle fut annoncée, la France entière s'arrêta. À Paris, les journaux du lendemain titrèrent sur la disparition d'une icône éternelle. Les chaînes de télévision interrompirent leur programme pour diffuser ses films. Dans les cafés, on parlait d'elle avec la même émotion qu'à la mort d'une amie. Des bouquets de fleurs s'accumulèrent devant les consulats de Monaco. Les cinéphiles redécouvraient ses rôles, sa grâce, sa voix douce et son regard rêveur. Les obsèques, retransmises dans le monde entier, furent suivies par des millions de téléspectateurs français. Les images du prince régné, effondré, et de leurs enfants, serrant les mains de leurs proches, bouleversèrent le pays. Les critiques de cinéma écrivirent qu'aucune actrice n'avait su incarner la perfection avec autant de pudeur. Son accident fut l'un des premiers à rappeler au monde que même les contes de fées pouvaient se briser.
Grace Kelly quitta la vie comme une étoile filante, emportant avec elle une part de rêve et de lumière. Son souvenir continue d'habiter les écrans et les cœurs, preuve qu'une véritable légende ne disparaît jamais. Si son histoire vous a touché, dites-nous quel rôle de Grace Kelly reste gravé dans votre mémoire. Numéro 3. Cary Grant. Le 29 novembre 1986, dans la ville paisible de Davenport, dans l'Iowa, la tournée théâtrale de l'acteur prit fin d'une manière tragique. Ce soir-là, il devait monter sur scène pour un spectacle intitulé Conversation with Cary Grant. Peu avant la représentation, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral massif dans sa loge. Malgré l'intervention rapide des secours, il s'éteignit quelques heures plus tard à l'hôpital, à l'âge de 82 ans. Le monde du cinéma reçut la nouvelle avec un mélange de stupeur et de tristesse. Cary Grant n'était pas seulement une star américaine. En France, il incarnait depuis des décennies l'élégance absolue, le charme tranquille et la séduction intelligente. Ses films, souvent diffusés dans les cinémas d'art et d'essai, faisaient de lui un symbole intemporel du raffinement. Les spectateurs français se souvenaient de sa silhouette impeccable dans La mort aux trousses, de son humour dans Arsenic et Vieille dentelle, et de la tendresse qu'il exprimait dans Elle et lui. Né à Bristol, au Royaume-Uni, Grant avait parcouru un long chemin avant de devenir la légende que l'on connaît. Il avait fui la pauvreté, cherché sa chance dans le théâtre, puis s'était imposé à Hollywood comme le modèle de l'homme moderne. Derrière le sourire éclatant et les costumes sur mesure, il y avait pourtant un être perfectionniste, exigeant envers lui-même, parfois tourmenté par la peur de vieillir. Dans les dernières années, il avait choisi de se retirer du cinéma pour se consacrer à des conférences où il parlait de son art et de sa vie, toujours avec cette classe inimitable. Le soir du drame, il s'était préparé avec soin, plaisantant avec les techniciens avant le spectacle. Soudain, sa parole s'interrompit, son regard se vida. Les médecins appelés sur place comprirent immédiatement la gravité de la situation. Dans sa chambre d'hôpital, il resta calme, presque serein, comme s'il savait que le rideau allait tomber pour la dernière fois. En France, les journaux du lendemain titrèrent sur la disparition du dernier gentleman d'Hollywood. Les radios diffusaient des extraits de ses dialogues célèbres, et les critiques évoquaient son humour, sa retenue, sa façon unique de rendre chaque scène lumineuse. Son décès marqua la fin d'une époque où la séduction se mesurait à la discrétion et au regard, non aux effets. Cary Grant s'en alla comme il avait vécu, avec élégance, sans fracas, laissant derrière lui une image d'équilibre et de beauté. Son rire, sa démarche et son accent demeurent gravés dans la mémoire du cinéma français comme une promesse d'éternité. Numéro 4. Akira Kurosawa. Le 6 septembre 1998, à Tokyo, la lumière du grand maître japonais du cinéma s'éteignit paisiblement après avoir été frappé par un accident vasculaire cérébral. À 88 ans, il laissait derrière lui une œuvre monumentale qui avait profondément marqué les cinéphiles du monde entier, notamment en France, où il était considéré comme un véritable poète de l'image. La nouvelle de sa disparition bouleversa les réalisateurs français, qui voyaient en lui un guide spirituel. Jean-Luc Godard, François Truffaut et Bertrand Tavernier avaient souvent déclaré que Kurosawa leur avait appris à filmer la lumière et le silence. Les revues de cinéma françaises, de Positif à Cahiers du cinéma, lui consacrèrent des numéros spéciaux. À Paris, des files d'attente se formèrent devant les cinémas qui projetaient les 7 samouraïs ou Rashomon, comme un ultime hommage à celui qu'on surnommait le Shakespeare du Japon. Kurosawa avait connu la guerre, la faim et le désespoir avant de devenir le cinéaste admiré du monde entier. Né à Tokyo au début du XXe siècle, il avait d'abord rêvé d'être peintre avant de se tourner vers le cinéma. Son regard sur la nature humaine, sa capacité à mêler la philosophie et l'action, avait conquis le public français dès les années 50. Des générations de spectateurs avaient découvert grâce à lui une autre manière de raconter, où le vent, la pluie et le silence devenaient des personnages à part entière. Les dernières années de sa vie furent marquées par la solitude et les problèmes de santé. Il continuait pourtant à écrire, entouré de ses carnets et de ses pinceaux. Son dernier film, Madadayo, tourné quelques années avant sa mort, résonnait comme un adieu plein d'humour et de sagesse. Le 6 septembre, son corps céda, mais son esprit demeura d'une clarté presque surnaturelle. En France, les hommages se multiplièrent. Les cinémathèques s'organisèrent des rétrospectives, les critiques rappelèrent que sans lui, le cinéma d'auteur européen n'aurait pas connu le même souffle. Les journaux évoquèrent un homme discret, exigeant, profondément humain, qui savait parler du courage,
de la loyauté et de la solitude mieux que quiconque. Akira Kurosawa quitta ce monde comme un samouraï rangeant son sabre après la dernière bataille. Il avait montré que le cinéma pouvait être un miroir de la vie, un art du temps et de la patience. Son nom, murmuré avec respect, continue de résonner dans les salles obscures françaises comme un écho d'éternité. Numéro 5, Lorraine Bacall. Le 12 août 2014, à New York, la voix rauque et le regard magnétique du cinéma américain se sont tus pour toujours. Ce jour-là, l'actrice légendaire fut frappée par un accident vasculaire cérébral dans son appartement du Dakota Building, ce même immeuble où vécurent tant d'artistes et d'âmes tourmentées. À 89 ans, Lorraine Bacall laissait derrière elle une carrière d'une élégance rare et un souvenir profondément ancré dans la mémoire du public français. En France, elle représentait bien plus qu'une actrice de l'âge d'or hollywoodien. Elle incarnait une attitude, une façon d'être. Depuis sa première apparition à l'écran dans Le Port de l'Angoisse aux côtés de Humphrey Bogart, les spectateurs français avaient succombé à son charme mêlant froideur et tendresse. Sa voix grave, son sourire en coin et sa silhouette longiligne avaient traversé les décennies sans jamais perdre de leur éclat. Le 12 août, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre dans les rédactions. Les journaux français rappelèrent immédiatement la complicité qu'elle entretenait avec le public francophone. Son accent américain, son humour direct et sa sincérité avaient fait d'elle une invitée adorée sur les plateaux de télévision à Paris. Dans les ciné, clubs, ses films repassaient souvent lors des cycles consacrés aux films noirs. Les dialogues entre Bacall et Bogart restaient des modèles d'intelligence et de tension contenue. Les dernières années de sa vie s'étaient déroulées dans la discrétion. Elle vivait entourée de souvenirs, de photographies en noir et blanc, de lettres anciennes et d'affiches de cinéma. Malgré l'âge, elle conservait un esprit vif et une curiosité intacte. Ses proches racontèrent qu'elle continuait à lire chaque jour, à regarder des films et à commenter les actualités avec une franchise légendaire. Ce 12 août, son corps s'est arrêté, mais son aura resta suspendue dans le temps. En France, les hommages se succédèrent. Les chaînes de télévision diffusèrent Le Grand Sommeil et Key Largo. Les critiques saluèrent une dernière fois la femme qui avait tenu tête à Hollywood sans jamais plier. Les magazines publièrent des photos d'elle, cigarette à la main, regard fier et mélancolique, symbole d'une féminité indomptable. Lorraine Bacall demeura dans les cœurs comme une voix unique, une étoile qui ne s'éteint pas. Elle avait traversé le siècle avec la grâce des grandes dames et la force tranquille de celles qui n'ont jamais cherché à plaire, mais simplement à exister avec vérité. Numéro 6, Debbie Reynolds. Le 28 décembre 2006, à Los Angeles, le cœur du monde du cinéma s'est brisé une seconde fois en 2 jours. La veille, sa fille Carrie Fisher venait de disparaître, et ce matin-là, Debbie Reynolds fut victime d'un accident vasculaire cérébral foudroyant alors qu'elle préparait les funérailles de sa fille. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital Cedars-Sinai, où elle rendit son dernier souffle dans la soirée, à l'âge de 84 ans. L'annonce provoqua une onde de choc planétaire. En France, les journaux titrèrent sur cette mère et sa fille unies jusque dans la mort. Les chaînes de télévision rendirent hommage à l'étoile de Chantons sous la pluie, l'un des films les plus aimés des Français. Pour beaucoup, elle incarnait la joie, la musique, la légèreté et la grâce du cinéma classique. Son sourire radieux et son énergie contagieuse avaient traversé les générations, illuminant les écrans depuis plus de 6 décennies. Née au Texas, Debbie Reynolds avait conquis Hollywood par sa persévérance et son talent. Elle avait commencé à danser à l'adolescence, avant de décrocher son premier grand rôle à 10 à 9 ans. En France, son nom évoquait la beauté du cinéma d'autrefois, celui des comédies musicales pleines de vie et de romantisme. Dans les années 50 et 60, ses films étaient diffusés dans toutes les salles parisiennes. Les spectateurs se souvenaient de ses chorégraphies, de sa voix claire et de son regard pétillant. Le 28 décembre, sa disparition sembla presque irréelle. Les médecins expliquèrent qu'elle avait été terrassée par le chagrin. Son fils, Todd Fisher, raconta qu'avant de s'effondrer, elle avait murmuré simplement ces mots « Je veux être avec Carrie ». En France, cette phrase fit le tour des journaux, bouleversant un public déjà marqué par la perte de sa fille. Leurs visages, côte à côte sur les couvertures de magazines, symbolisaient l'amour inconditionnel entre une mère et son enfant. Les hommages venus du monde entier furent innombrables. À Paris, la Cinémathèque française organisa une projection spéciale de Chantons sous la pluie, et les spectateurs applaudirent longuement à la fin, les yeux humides. Les critiques rappelèrent que Debbie Reynolds avait été non seulement une actrice, mais aussi une danseuse accomplie, une femme forte, qui avait surmonté les épreuves avec le sourire.
Elle s'en alla comme dans une scène de cinéma, discrètement, dans la lumière du soir, en rejoignant sa fille adorée. Ensemble, elles laissent un héritage d'amour, de courage et d'art. Si cette histoire vous a touché, partagez en commentaire le souvenir que vous gardez de Debbie Reynolds. Numéro 6, Youssef Chahine. Le 27 juillet 2008, au Caire, l'un des plus grands cinéastes du monde arabe s'éteignit après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral survenu quelques semaines plus tôt. Hospitalisé en France à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, il fut rapatrié dans son pays natal, où il rendit son dernier souffle à l'âge de 82 ans. En France, cette nouvelle bouleversa le monde du cinéma d'auteur. Depuis les années 60, Youssef Chahine entretenait un lien profond avec le public et les cinéastes français. Lauréat d'un prix du 50e anniversaire du Festival de Cannes en 1997, il était considéré comme un pont entre les cultures, un homme qui parlait de liberté, d'amour et d'identité avec un regard poétique et courageux. Ses films, tels qu'Alexandrie pourquoi ou Le Moineau, furent régulièrement projetés dans les salles d'art et d'essai françaises, admirés pour leur beauté visuelle et leur humanisme. Le 27 juillet, les journaux français annoncèrent la disparition de celui qu'ils appelaient le conteur du Nil. Les hommages affluèrent des plus grands noms du cinéma. Costa Gavras évoqua son audace, Bertrand Tavernier salua sa générosité, tandis que la Cinémathèque française diffusa plusieurs de ses chefs-d'œuvre. À Paris, un portrait géant de lui fut affiché sur la façade du cinéma Le Champeau, là où ses films avaient autrefois attiré des foules de passionnés. Youssef Chahine n'était pas seulement un réalisateur. Il était aussi un penseur, un homme de conviction, un artiste qui refusait la facilité. Né à Alexandrie dans une famille chrétienne libanaise, il avait grandi dans une Égypte cosmopolite et ouverte sur le monde. Ce mélange d'influences marqua toute son œuvre. Il parlait français avec aisance et considérait la France comme une seconde patrie artistique. Ses films furent d'ailleurs souvent coproduits avec des sociétés françaises, ce qui lui permit d'obtenir une reconnaissance durable en Europe. Les dernières années de sa vie furent consacrées à transmettre son savoir. Il dirigeait de jeunes cinéastes, relisait des scénarios, partageait ses souvenirs avec humour et passion. Mais son corps affaibli finit par céder. Les médecins avaient tout tenté, mais le grand conteur ferma les yeux une dernière fois, entouré de sa famille. En France, son départ fut vécu comme la perte d'un ami. Les spectateurs savaient qu'avec Youssef Chahine, c'était une voix du cinéma libre qui s'éteignait, une voix qui parlait à la fois au cœur et à la conscience. Son nom reste associé à un cinéma sincère, audacieux et profondément humain. Numéro 8, Luc Perry. Le 4 mars 2019, à Burbank en Californie, le monde apprit la disparition d'un visage familier de la télévision et du cinéma. 5 jours plus tôt, Luc Perry avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral dans sa maison de Sherman Oaks. Il fut immédiatement hospitalisé, mais malgré les efforts des médecins, il s'éteignit entouré de sa famille à l'âge de 52 ans. En France, la nouvelle provoqua une vague d'émotions. Les téléspectateurs se souvenaient encore du jeune homme ténébreux de la série Beverly Hills, diffusée dans les années 90 sur les chaînes françaises. Son rôle de Dylan McKay avait fait de lui une icône pour toute une génération. Les adolescentes de l'époque collaient son portrait sur les murs de leur chambre, et les magazines de cinéma publiaient chaque mois des photos de son sourire discret et de son regard mélancolique. Le 4 mars, les réseaux sociaux français furent inondés de messages d'adieu. Des acteurs et réalisateurs saluèrent son talent et sa simplicité. Les fans évoquaient avec tendresse les souvenirs de leurs soirées passées devant la télévision, les intrigues romantiques, les chansons de l'époque. Dans les journaux, les titres rappelaient que derrière le symbole du jeune rebelle se cachait un acteur profondément humain, respecté pour sa gentillesse et son humilité. Luc Perry avait poursuivi une carrière discrète mais solide après le succès de Beverly Hills. En France, on l'avait retrouvé au cinéma et dans la série Riverdale, où il jouait le rôle d'un père bienveillant. Sa présence à l'écran avait mûri avec le temps, mais il gardait cette même chaleur qui séduisait les spectateurs. Ceux qui avaient eu la chance de le rencontrer parlaient d'un homme courtois, toujours souriant, loin des excès du star system. Les circonstances de son accident touchèrent particulièrement le public français, sensible à cette fragilité soudaine d'un visage familier. De nombreuses chaînes rendirent hommage à sa mémoire en rediffusant les épisodes de ses débuts. Les fans se réunirent dans les cafés ou sur les réseaux pour partager des souvenirs, des images, des répliques gravées dans le cœur. Luc Perry quitta la vie comme une étoile qui s'éteint lentement, laissant derrière lui une lumière douce et persistante. Pour beaucoup en France,
il restera à jamais le symbole d'une époque où la télévision faisait rêver. Son nom évoque encore la nostalgie d'une jeunesse, la sincérité d'un regard et la tendresse d'un sourire qui semblait ne jamais vouloir disparaître. Numéro 9, Cloris Leachman. Le 27 janvier 2021, à Encinitas en Californie, la longue et brillante carrière d'une actrice d'exception prit fin. Ce matin-là, Cloris Leachman fut retrouvée sans vie à son domicile, victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle avait 94 ans, et jusqu'à ses derniers jours, elle conservait cet esprit pétillant qui avait fait d'elle une figure inoubliable du cinéma et de la télévision. En France, son nom évoquait l'humour, la tendresse et la folie douce. Le public français l'avait découverte dans les films de Mel Brooks, notamment dans Frankenstein Jr., où elle incarnait Frau Blücher, personnage devenu culte pour des générations de cinéphiles. Sa façon de mêler comédie et profondeur, de faire rire tout en émouvant, séduisait un public exigeant. Ses apparitions dans des séries télévisées, comme The Mary Tyler Moore Show, furent longtemps rediffusées sur les chaînes françaises, attirant un large public nostalgique. Le 27 janvier, les hommages affluèrent immédiatement. Les journaux français saluèrent une actrice libre, audacieuse, pleine d'autodérision. Les critiques rappelèrent qu'elle avait remporté un Oscar pour sa performance dans The Last Picture Show, rôle dans lequel elle montrait toute la fragilité d'une femme blessée par la vie. Les cinéphiles français virent en elle une artiste complète, capable de tout jouer, de la tragédie la plus intime à la comédie la plus extravagante. Cloris Leachman avait toujours entretenu une relation particulière avec la France. Invitée plusieurs fois au Festival de Deauville, elle y avait conquis le public par son humour franc et son naturel. Elle disait souvent que les Français savaient reconnaître les acteurs sincères, ceux qui ne trichaient pas avec leurs émotions. Dans ses interviews, elle parlait de sa passion pour le cinéma européen et de son admiration pour les réalisateurs français de la nouvelle vague. Ces dernières années furent consacrées à des projets plus personnels. Elle participait encore à des tournages, prête sa voix à des films d'animation et soutenait des œuvres caritatives. Malgré son âge, elle restait vive, curieuse et malicieuse. Ceux qui la côtoyaient disaient qu'elle détestait l'idée de ralentir. Ce 27 janvier, le corps s'est arrêté, mais la lumière de son regard continue d'éclairer ceux qui l'ont aimée. En France, sa disparition fut vécue comme celle d'une amie lointaine mais familière. Cloris Leachman avait offert au cinéma un mélange rare de sensibilité et d'humour. Son nom demeure celui d'une femme libre, drôle et profondément humaine, dont chaque sourire à l'écran semblait dire que la vie valait toujours la peine d'être vécue. Numéro 10, Richard Chamberlain. Le 26 décembre 2024, à Honolulu dans l'État d'Hawaï, l'acteur s'est éteint paisiblement après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral survenu quelques jours plus tôt. Il avait 90 ans. Sa disparition marqua la fin d'une époque pour toute une génération de téléspectateurs français qu'il avait admiré dans les grandes sagas télévisées des années 70 et 80. En France, Richard Chamberlain était une figure familière. Sa voix, son sourire et son regard calme accompagnaient les soirées de millions de foyers. Il était le héros de Shogun, de Les oiseaux se cachent pour mourir et de Dr Kildare, des séries devenues cultes sur les chaînes françaises. À une époque où la télévision rassemblait encore les familles devant un même écran, son nom évoquait le romantisme, la douceur et l'aventure. Le 26 décembre, la nouvelle de sa disparition se répandit d'abord à Los Angeles, avant d'atteindre Paris. Les journaux français saluèrent un acteur élégant, discret et profondément humain. Les critiques rappelèrent qu'il avait su passer du petit écran au cinéma avec une aisance rare. Dans les années 70, il avait tourné sous la direction de Peter Weir et de Richard Lester, prouvant qu'il était bien plus qu'une idole de télévision. Les cinéphiles français, toujours attentifs à la finesse du jeu, appréciaient chez lui la sincérité et la retenue. Sa carrière avait été marquée par un profond lien avec la culture française. Il parlait la langue avec un accent charmant et avait souvent confié son admiration pour Gérard Philippe et Alain Delon. Lors de ses passages à Paris, il aimait flâner sur les quais de la Seine et visiter les librairies du quartier latin. Dans une interview donnée à la fin de sa vie, il avait dit que la France l'avait toujours traité comme un vieil ami. Le jour de sa mort, les réseaux sociaux français se remplirent de messages d'affection. Les fans partageaient des photos anciennes, des extraits de séries, des souvenirs d'enfance. Plusieurs chaînes rendirent hommage à sa mémoire en rediffusant des épisodes de Shogun et de Les oiseaux se cachent pour mourir. Les spectateurs, émus, redécouvraient la douceur de son regard et la sérénité de sa présence. Richard Chamberlain quitta ce monde avec la même élégance qui avait marqué sa vie entière.
Il laissa derrière lui une image de calme et de lumière, celle d'un acteur qui ne cherchait pas la gloire mais la vérité. Si son parcours vous a ému, partagez en commentaire le souvenir que vous gardez de lui sur vos écrans. Numéro 11. Lisa Loring. Le 28 janvier 2023, à Burbank en Californie, l'actrice connue dans le monde entier pour avoir incarné la première Wednesday Addams s'est éteinte à l'âge de 64 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral provoqué par une hypertension artérielle sévère. Elle avait été hospitalisée quelques jours plus tôt, entourée de ses proches et de ses filles. En France, la nouvelle de sa disparition toucha profondément le public. Depuis les années 60, Lisa Loring faisait partie de l'imaginaire collectif grâce à la série La famille Addams, diffusée sur les chaînes françaises pendant plusieurs décennies. Son regard vif, sa tresse bien serrée et son expression à la fois innocente et ironique avaient marqué les spectateurs de tous âges. Pour beaucoup, elle était l'enfant étrange mais attachante, symbole d'un humour noir et tendre à la fois. Le 28 janvier, les journaux français rendirent hommage à cette actrice qui avait grandi sous les projecteurs sans jamais perdre sa sincérité. Les articles rappelaient qu'elle n'avait que 6 ans lorsqu'elle fut choisie pour incarner Wednesday Addams. Sa prestation, pleine de naturel, donna au personnage une humanité inattendue. Les critiques français soulignèrent que son jeu, tout en retenue, inspirait encore aujourd'hui les versions modernes du rôle, notamment celle de la série récente produite par Netflix. Lisa Loring avait continué sa carrière à la télévision et au cinéma, apparaissant dans plusieurs productions modestes, mais toujours avec la même passion. Les Français l'avaient revue dans quelques téléfilms diffusés dans les années 80 et 90, reconnaissant immédiatement son visage et son sourire. Malgré les difficultés de la vie, elle demeurait une femme simple, proche de ses fans, consciente de l'héritage qu'elle laissait. À Paris et à Lyon, plusieurs clubs organisèrent des soirées spéciales en hommage à la première Wednesday Addams. Les spectateurs redécouvraient les épisodes en noir et blanc, riant avec nostalgie devant le charme décalé de la série. Sur les réseaux sociaux, les messages d'adieu se multiplièrent, rappelant combien cet enfant de la télévision avait marqué plusieurs générations. Lisa Loring quitta la vie comme elle l'avait vécue, discrètement, sans chercher la gloire. Son image d'éternelle petite fille vêtue de noir continua de hanter les mémoires, non pas comme une figure sombre, mais comme celle d'une artiste au talent pur. En France, son nom demeure lié à l'enfance, à la fantaisie et à ce sourire timide qui traversa les décennies sans jamais s'effacer. Numéro 12, Peggy Cummins. Le 29 décembre 2010 à 7, à Londres, la dernière étoile du film noir classique s'est éteinte paisiblement à l'âge de 86 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral. La nouvelle passa discrètement dans les journaux britanniques avant d'émouvoir les cinéphiles français, qui voyaient en elle une actrice mythique, symbole d'une époque où le cinéma se tournait encore en noir et blanc et respirait la passion. En France, Peggy Cummins était adorée des amateurs de cinéma d'auteur. Son rôle inoubliable dans le film Gun Crazy, sorti sous le titre français Le démon des armes, l'avait propulsée au rang d'icône. Elle y incarnait une femme fatale fascinante et fragile, mélange de douceur et de danger. Les critiques français de l'époque, notamment ceux des cahiers du cinéma, la comparaient à Simone Signoret ou à Jeanne Moreau pour son intensité et son magnétisme à l'écran. Le 29 décembre, les hommages se multiplièrent sur les réseaux et dans les cercles cinéphiles. Les programmateurs de la Cinémathèque française annoncèrent aussitôt une rétrospective consacrée à sa carrière. Les spectateurs se pressèrent pour revoir ses films, captivés par cette beauté au regard clair, cette présence à la fois lumineuse et inquiétante. Dans les salles obscures de Paris, la silhouette de Peggy Cummins renaissait à travers la lumière tremblante des projecteurs. Née à Dublin en 1925, elle avait commencé très jeune au théâtre avant d'être remarquée par Hollywood. Sa carrière fut brève mais fulgurante. En quelques années, elle tourna avec les plus grands et laissa une empreinte durable. Fatiguée par le rythme des studios, elle quitta l'Amérique et se retira en Angleterre, préférant la vie de famille à la gloire. Pourtant, en France, son nom ne cessa jamais d'être cité comme celui d'une actrice à part, d'une muse du cinéma noir. Ses dernières années furent calmes, remplies de souvenirs. Elle participait encore à des festivals, toujours souriante, humble, reconnaissante envers le public français qui ne l'avait jamais oubliée. Le 29 décembre, elle partit comme une flamme qui s'éteint lentement, sans bruit, laissant derrière elle une œuvre courte mais immortelle. Dans les journaux français, on put lire que Peggy Cummins avait représenté l'essence même du mystère féminin au cinéma. Elle ne jouait pas les rôles, elle les habitait.
Son nom continue de briller dans la mémoire des cinéphiles comme celui d'une actrice rare, élégante et intemporelle, dont chaque regard à l'écran racontait une histoire d'amour, de danger et de destin. Numéro 13, Fenella Fielding. Le 11 septembre 2010 à Londres, la grande dame du cinéma britannique s'est éteinte à l'âge de 90 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral, survenu quelques jours plus tôt. Elle laissait derrière elle une carrière singulière, marquée par l'élégance, la fantaisie et une voix inoubliable. En France, Fenella Fielding n'était pas seulement connue des passionnés de cinéma anglais. Elle représentait pour beaucoup une figure culte, associée à l'humour raffiné et à la folie douce des comédies britanniques. Son rôle dans Carry On Screaming, sorti sous le titre français Le détective mène l'enquête, fit d'elle une légende. Son timbre de voix si particulier, à la fois suave et ironique, lui donna un charme unique qui séduisit le public français. Le 11 septembre, la presse anglaise annonça sa disparition, et en France, les cinéphiles lui rendirent un hommage discret mais sincère. Les magazines spécialisés évoquèrent sa carrière théâtrale, son esprit libre et son style reconnaissable entre mille. Elle fut célébrée comme une actrice qui avait su traverser les époques sans jamais perdre son originalité. Les chaînes françaises diffusaient parfois ses films tard dans la nuit, et ceux qui la découvraient pour la première fois restaient fascinés par son élégance excentrique. Fenella Fielding avait grandi à Londres, au sein d'une famille modeste. Très tôt attirée par la scène, elle fit ses débuts au théâtre avant de conquérir le cinéma. En France, ses rôles comiques et ses apparitions dans des productions télévisées lui valurent un petit cercle d'admirateurs fidèles. Les réalisateurs français de la nouvelle vague appréciaient son jeu expressif, son mélange de sensualité et d'ironie. François Truffaut la décrivit un jour comme une actrice qui pouvait tout jouer sans jamais trahir le mystère de son regard. Les dernières années de sa vie furent paisibles. Fenella Fielding continuait à lire des poèmes à la radio, à donner des conférences et à raconter avec humour ses souvenirs de tournage. Elle aimait le contact avec le public, mais préférait rester dans la discrétion. Ses amis disaient qu'elle vivait entourée de livres, de musique et de fleurs, fidèle à son tempérament rêveur. Le 11 septembre, son départ laissa un vide dans le cœur de ceux qui l'avaient connue. En France, on se souvenait d'elle comme d'une actrice rare, capable d'apporter à chaque rôle une touche d'intelligence et de fantaisie. Fenella Fielding reste dans la mémoire collective comme l'incarnation d'un cinéma plein de charme, de mystère et d'humour délicat. Numéro 14. Anita Loos. Le 25 avril 1967, à Los Angeles, l'une des plus gracieuses actrices de l'âge d'or d'Hollywood quitta ce monde à l'âge de 53 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral survenu dans son sommeil. La nouvelle, d'abord discrète aux États-Unis, atteignit rapidement la France, où elle restait aimée des amateurs de cinéma classique. Anita Loos avait été l'incarnation même de la douceur et de la distinction. En France, son visage délicat et ses rôles élégants lui avaient valu une place particulière dans le cœur des spectateurs. On la connaissait pour ses apparitions dans des films tels que Une allée dans les nuages, Marie-Antoinette et Une femme contre le monde. Sa beauté, douce et naturelle, lui conférait un charme rare, loin de l'éclat artificiel des studios hollywoodiens. Le 25 avril, les journaux français de cinéma publièrent quelques lignes sobres mais pleines d'émotion. Les rédacteurs rappelaient qu'elle avait été l'une des premières actrices américaines à être véritablement célébrée en France dès les années 30. Les magazines de l'époque conservaient encore ses photographies en noir et blanc, où son regard calme et son sourire léger semblaient défier le temps. Son image évoquait l'élégance discrète des débuts du cinéma parlant, une période que les cinéphiles français n'ont jamais cessé d'aimer. Née à New York en 1915, Anita Loos débuta à l'écran dès l'enfance. Elle tourna pour de grands réalisateurs et partagea l'affiche avec des légendes comme Errol Flynn et Donna Metch. En France, les critiques soulignaient sa finesse de jeu, sa manière d'incarner des héroïnes fortes mais toujours empreintes de sensibilité. Sa carrière, bien que moins tapageuse que celle de certaines de ses contemporaines, s'imposa par la constance et le raffinement. Les dernières années de sa vie furent paisibles, consacrées à sa famille et à quelques apparitions télévisées. Elle s'était éloignée des studios, préférant la sérénité de sa maison en Californie à l'agitation du cinéma. Ce 25 avril, son cœur s'arrêta doucement, mettant fin à une existence marquée par la grâce et la retenue. En France, sa disparition suscita une nostalgie sincère. Les ciné-clubs organisèrent des projections en son honneur, et les spectateurs redécouvrirent une actrice qui, sans jamais chercher la gloire, avait su traverser les décennies avec élégance.
Anita Louise reste dans la mémoire des amoureux du cinéma comme une étoile discrète, symbole d'un art fait de lumière, de pudeur et d'émotions silencieuses. Numéro 15, John Singleton. Le 29 avril 2010 à 9, à Los Angeles, le monde du cinéma perdit l'un de ses talents les plus prometteurs. Après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral 2 semaines auparavant, John Singleton fut placé sous surveillance médicale. Malgré les soins prodigués, il s'éteignit à l'âge de 51 ans, entouré de sa famille et de ses amis. En France, la nouvelle provoqua une émotion sincère parmi les cinéphiles. John Singleton n'était pas seulement un réalisateur américain, il représentait une voix forte, un regard nouveau sur la société contemporaine. Son œuvre la plus célèbre, Boys and the Hood, sortie en 1991, avait profondément marqué le public français. Présentée au Festival de Cannes, cette œuvre révéla au monde un cinéaste de 23 ans capable de raconter la vie des quartiers défavorisés avec humanité et justesse. Le 29 avril, les journaux français saluèrent la mémoire d'un artiste engagé. Les critiques rappelèrent qu'il fut le premier Afro-Américain nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur, un symbole d'espoir et de persévérance. Dans les cinés, clubs, on revit ces films avec émotion. Les dialogues puissants, les silences lourds de sens et les regards de ces personnages résonnaient encore dans les salles. En France, les étudiants en cinéma étudiaient son œuvre comme un modèle de sincérité et de courage artistique. John Singleton avait toujours entretenu un lien fort avec le public français. Il se rendait régulièrement à Paris, participait à des débats et parlait souvent de son admiration pour le cinéma européen. Il disait que les films français l'avaient aidé à comprendre la beauté de la lenteur et la force du réalisme. Des réalisateurs comme Mathieu Kassovitz ou Abdelatif Kechiche reconnurent plus tard l'influence de son travail sur leurs propres films. Les derniers jours de sa vie furent marqués par la reconnaissance. Ses anciens acteurs, ses étudiants et ses amis vinrent lui rendre hommage, saluant un homme généreux et passionné. Le 29 avril, son départ marqua la fin d'une trajectoire fulgurante, mais son héritage resta immense. En France, son nom évoque encore aujourd'hui la passion, la sincérité et la lutte pour raconter la vérité. John Singleton quitta ce monde comme il avait vécu, en laissant une trace profonde dans le cœur des spectateurs. Si vous aimez les histoires vraies, les destins marquants et le cinéma qui émeut, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains hommages. Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt.